Hello tout le monde, j'espère que ça va bien depuis la dernière fois. Moi, ça va, tranquille, mais en ce qui me concerne, je ne savais déjà plus trop quoi aborder depuis ma dernière vidéo. C'est dire si je suis vachement inspiré. Mais, j'ai eu tout d'un coup une illumination qui m'a traversé l'esprit. Et vous allez voir, en termes d'illumination, il va en être exactement question ici. Puisque l'on va parler ici de Skylight. Skylight? Est-ce que c'est le nom du nouveau James Bond? Non! Skylight. Traduction, luminosité du ciel. On va parler aussi de Sky Atmosphere, d'Heat Fog, de Volumetric Cloud et d'autres joyeusetés dont je traduirai bien sûr généreusement les significations au fur et à mesure qu'on les mettra en place dans cette vidéo. Et cette fois-ci, nous allons faire cela dans J'ai nommé Unreal Engine 5. Et vous verrez, depuis la nouvelle mouture qui est récemment sortie des studios d'Epic Games courant année 2021, il y a des nouveautés à ce sujet qui sont, je dois dire, vraiment sympathiques à découvrir, à paramétrer et à jouer avec. Alors, on ne tergiverse pas plus, on lance le générique et je vous retrouve tout de suite après. Alors, chose importante quand on fait une scène dans Unreal, on pourrait se lancer tout de suite dans le level design. Importer des objets, créer des shaders, les attribuer sur ceci, etc. etc. Mais, moi j'aurais tendance à dire, et ce n'est que mon petit avis bien personnel, connaissant un peu Unreal, l'aspect primordial d'une scène, ce n'est d'abord pas ce qu'on va y importer, mais plutôt et surtout, comment on va l'éclairer. Tant l'éclairage est important et parfois lourd en termes de setting à définir. Regardez-moi tous ces paramètres pour une seule lumière. C'est fou. Mais on va dire que c'est normal. Je charrie un peu ici parce que, en fait, dans ce logiciel, qui est un moteur de jeu et non un logiciel de rendu, comme beaucoup d'autres, et bien en fait, des sources de lumière primaires telles que la directional light, la sunlight, etc., va découler la gestion de plusieurs catégories d'ombrage. D'où le nombre important d'options qui sont présentes ici. Mais bon, on verra cela peut-être une autre fois dans une autre vidéo. Pour l'heure, on va se concentrer sur la mise en place d'une atmosphère de base dans une scène de base. Et ici, on va s'attacher à comprendre les paramètres et basiquement les théories sous-jacentes à l'éclairage et à la génération atmosphérique dans ce logiciel. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai horreur, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est le cas, c'est d'appuyer comme un âne sur des boutons que je ne comprends pas. Ça fait quoi ça? Tel n'est pas mon but pour moi, tel n'est pas l'intérêt, je pense, si vous êtes ici, pour vous. Et vous verrez qu'au demeurant, il y a des choses qui sont très intéressantes à apprendre. Donc c'est parti! Alors, tout d'abord, il est nécessaire de créer un nouveau level, vide de quoi que ce soit. En premier, on va venir chercher le panneau Place Actor. Ce panneau contient par catégorie à peu près tous les composants permettant de créer une scène. Ici, c'est depuis la catégorie Light que l'on va importer une Directional Light. Celle-ci projette une lumière unidirectionnelle, servant le plus généralement à simuler la lumière du soleil. Dans tout logiciel 3D, ce qu'on appelle des Directional Light, ce sont des types de lumière qui projettent des rayons uniquement parallèles à travers toute la scène. Donc c'est vraiment comme la lumière d'un soleil, quoi. Peu importe la provenance de la source, le résultat sera toujours le même, quel que soit son positionnement, quel que soit le positionnement des objets par rapport à elle, etc., etc. Ainsi, pour le moment dans la scène, il n'y aura qu'une lumière directionnelle, sans atmosphère, sans propagation lumineuse. D'où les ombres portées dans l'environnement qui seront complètement noires. Ensuite, et là le workflow va devenir spécifique à Unreal, on va importer un nouvel objet qui est le Sky Atmosphere. Celui-ci, comme son nom l'indique, va générer une atmosphère dans la scène. Donc ce qui est intéressant en premier lieu, c'est de voir que la Sunlight et la Sky Atmosphere sont paramétriquement liées. Cela veut dire que l'un interagit avec l'autre, en l'occurrence l'orientation de la Sunlight entraîne le mouvement du disque solaire
et la diffusion ondulatoire dans l'atmosphère. Suivant l'angle du Soleil, l'atmosphère se teinte différemment. Accessible directement, on peut aussi jouer avec la taille du disque solaire, le taux de diffusion luminaire en Kelvin, etc. etc. Il me semble qu'anciennement, l'objet qui tenait ce rôle d'acteur atmosphérique était l'Atmospheric Fog dans Unreal 4, mais je ne m'en rappelle déjà plus très bien. Juste pour l'info, si vous voulez savoir, avant c'était une option qu'il fallait activer pour que ça soit effectif, mais depuis Unreal 5, c'est désormais automatique. L'option est néanmoins toujours présente dans le panneau Atmosphere and Cloud de la Directional Light avec Atmosphere Sunlight. Vous voyez par exemple quand je le décoche, cela désactive bien l'effet. Donc bon à savoir, c'est cette option qui fait que ces deux acteurs sont en lien. Ensuite, on va importer un nouvel acteur, cette fois le Skylight, à ne pas confondre avec Sky Atmosphere. Et cette fois-ci, cet acteur va se charger de la diffusion lumineuse et autres lumières indirectes. C'est un peu comme de la Global Illumination dans des logiciels 3D plus classiques, sauf que ce n'est pas à base de lancer de rayons à travers la scène. Exemple du ray tracing, photon tracing ou autre technique en anglais, car en temps réel, pour du jeu vidéo, ce serait trop long à calculer. La technique ici se rapproche plutôt de ce qu'on appelle de l'image-based lighting, qui grosso modo se charge de projeter la lumière diffuse de l'environnement alentour par la capture de celle-ci à 360 degrés. Par exemple, on voit la diffusion si on désactive l'acteur ou pas. Pour illustrer la chose, on peut charger des scènes spécifiques appelées CubeMap dans Unreal, qui sont des textures projetables à 360 degrés. Vous voyez qu'en fonction du paramètre de rotation, la lumière fluctue. Cela est dû aux informations de pixels contenues sur la texture. Pour montrer ça visuellement d'une manière un peu détournée, je vais utiliser le fog pour faire transparaître la texture à travers. En gros, voilà, imaginez une texture sur le pourtour qui projette dynamiquement sa lumière. Bref, reprenons dans nos réglages. Ici, vous avez l'intensity scale, qui est tout simplement la force de l'effet. Alors par drag and drop, ça glisse un peu violemment, on va aller en douceur, voilà. On peut aussi changer la couleur projetée. Petite technique un peu personnelle, moi j'aime bien régler l'option qui s'appelle Lower Hemisphere Color, en gros l'émission lumineuse de l'hémisphère inférieur, sur du gris ou une couleur un peu sombre, mais pas sur le noir total. Je trouve que ça aide à la propagation sous les surfaces planes, sinon ça a tendance à rester un petit peu trop noir. On peut bien sûr adapter la couleur suivant les surfaces, exemple du jaune, de l'orange pour du sable, etc. etc. Ensuite en quatrième, on va importer l'exponential 8 Fog, qui cette fois va se charger de générer du brouillard, le fog, et surtout de la perspective atmosphérique. En gros l'atténuation colorimétrique en fonction de la distance vue à travers l'atmosphère. Et alors, Late Fog, c'est cool parce que ça permet de générer tout ce qui est d'aspect terrestre, atmosphère de basse altitude, brouillard, etc., etc. Comme tout acteur dans Unreal, on peut en changer la couleur si on veut créer des mondes aliens, on verra tout cela plus en détail par la suite. Et enfin, en dernier, on vient importer le Volumetric Cloud qui va faire office de conteneur 3D pour les nuages, en jouant avec des informations volumétriques paramétrables sur la hauteur, en kilomètres, en densité, etc., etc. Là, j'ai rajouté un petit paramètre d'offset dans le shader qui permet de faire glisser la texture d'alpha de base. Donc vous voyez, on peut faire glisser toute la texture de droite à gauche, de haut en bas, etc., etc. C'est vraiment cool. Bref, au final, le Volumetric Fog vient compléter le dispositif et ça permet de faire de très belles ambiances. Donc ne vous en privez pas et allez pianoter sur les options pour découvrir tout ça plus en détail. Pour résumer tout ça, en premier vient la lumière Directional Light, qui est basiquement la lumière du soleil. En second, la Sky Atmosphere, qui se charge de générer l'atmosphère. En troisième vient la Skylight, qui simule la diffusion lumineuse indirecte. En quatrième vient l'Environment 8 Fog, qui simule la brume, le brouillard, la perspective atmosphérique. Et enfin, en cinquième, le Volumetric Cloud, qui génère des nuages par shader volumétrique. Et voilà, c'est tout pour la base. On va désormais pouvoir passer à des paramètres plus avancés.
Petite note intermédiaire, si jamais vous trouvez ça plus intuitif, sachez qu'Unreal vous offre la possibilité de gérer tous ces éléments en un seul panel que vous pourrez trouver dans Windows Environment Light Mixer. Une fois activé, vous aurez alors accès à un panel où tous les composants faisant partie de l'éclairage dans la scène seront répertoriés. D'ici, vous pourrez gérer la majorité d'entre eux, mais vous n'aurez peut-être pas accès à tous les paramètres. À vous de voir. Revenons un peu sur le Sky Atmosphere. Je rappelle, celui-ci simulant le comportement d'une atmosphère. La première option que l'on voit ici est le Transform Mode, qui, lorsque l'on clique dessus, nous produit en premier lieu soit un résultat bizarre, soit quasi inexistant. On se dit alors, qu'est-ce que c'est que ce paramètre obscur qui ne produit aucun effet? En fait, si, c'est parfaitement compréhensible, mais pour cela, il suffit de prendre un peu de recul. Beaucoup de recul. Et à un moment donné, on a tellement reculé que l'on en arrive à comprendre que l'atmosphère générée se comporte comme si on était en présence d'une véritable planète. Et désormais dans les options, il est plus facile de comprendre que si l'on choisit Planet Top at Absolute Origin, le sommet de la planète, eh bien, il sera basé sur l'origine du monde. En revanche, si on choisit Planet Center at Component Origin, alors là, on va se retrouver, comme ainsi dire, directement au milieu de la planète. Et donc l'occultation résultera en un ciel totalement noir. Ce qui est logique. Premier point de compréhension donc. Ensuite, on voit ici l'option Ground Radius, qui permet de définir la taille de cette sphère. Alors le radius en anglais, c'est le rayon en français, le rayon d'un cercle, donc c'est ce qui permet, c'est ce qui est la moitié du diamètre d'un cercle. Et donc ici, comme vous l'aurez deviné, il se trouve par défaut similaire à celui de la Terre. À savoir arrondi à peu près à 6360 km. La valeur est en kilomètres. Et là, maintenant, on commence à comprendre que cet élément interagit suivant des propriétés physiques réelles. Ici, on a le paramètre Ground Albedo, qui sera le taux de lumière réfléchi par l'atmosphère. Plus cette valeur est sombre et moins il y aura de réflexion lumineuse, plus on l'augmente et plus elle sera réfléchie, plus la lumière sera réfléchie, pardon. Et on a même une petite fantaisie ici, puisqu'on peut s'amuser à colorer cet albédo si on en a envie. Donc si vous voulez faire des mondes aliens, c'est open bar. Ensuite, les prochains paramètres sont intéressants, et l'on va aborder basiquement des considérations un peu plus théoriques et physiques. On va rentrer dans le monde merveilleux de la diffusion des ondes dans l'atmosphère avec le premier type, j'ai nommé la diffusion de Rayleigh. C'est quoi la diffusion de Rayleigh ? Comme vous savez tous, la lumière provenant du Soleil se compose d'ondes de différentes valeurs nanométriques formant les couleurs du spectre visible. Ces ondes forment ce qu'on appelle le domaine du visible. Lorsqu'elles arrivent sur Terre, ces ondes rencontrent diverses particules à travers les couches de l'atmosphère. Dans la diffusion de Rayleigh, les ondes de plus grande valeur, telles que les rouges et les oranges, traversent l'atmosphère sans problème. Mais lorsque les bleus formant les ondes de plus petite longueur dans le spectre entrent en contact avec les particules contenues dans l'atmosphère, celles-ci se retrouvent fortement déviées dans toutes les directions. On parle d'une diffusion 8 fois plus importante qu'avec les autres longueurs d'onde. Cette diffusion fonctionne avant tout avec les particules d'infime taille, plus petites que les ondes bleues elles-mêmes, notamment celles dans les hautes couches de l'atmosphère, des molécules d'azote, d'oxygène, etc., etc. Ce phénomène a pour conséquence de teinter l'atmosphère de la Terre en bleu. Cependant, les particules plus grosses dévient également les autres couleurs. C'est pour cela que le ciel nous paraît de plus en plus blanc aux abords du Soleil. Donc si on revient à Unreal, on voit ici le panel Rayleigh et on a en premier un taux de diffusion avec Scattering Scale. Quand vous voyez Scattering dans un logiciel 3D, pensez toujours à diffusion. Et quand on augmente l'effet, oh surprise, on voit effectivement que la valeur du spectre chromatique progresse dans les ondes, en passant du orange jusqu'à finir par la dernière couleur rouge. Cela amène à considérer un phénomène intéressant qui se passe lors des couchers de soleil, car à ce moment-là, la distance que parcourent les rayons du soleil s'allonge. Les ondes parcourent donc une plus grande distance à travers l'atmosphère et la diffusion s'accentue. Ainsi, arrivé à une certaine distance, toutes les ondes bleutées sont éparpillées avant les autres couleurs, ce qui laisse à transparaître une atmosphère plus colorée lors des couchers de soleil, avec du jaune, de l'orange ou du rouge. On peut aussi s'amuser à en changer la couleur dans Unreal et ça donne parfois des résultats assez sympas.
Vous pouvez imaginer toutes sortes de paysages extraterrestres avec ça. Puis la dernière valeur, on a Rayleigh Exponential Distribution, en quelque sorte une valeur d'altitude à partir de laquelle va décroître l'effet. Bref, nous allons passer maintenant à un autre type de diffusion, la diffusion de Mie. Ou mieux, ou Mie, je ne sais pas trop comment on prononce ce nom, je vais dire Mie. Alors, la diffusion de Mie, encore une théorie de diffusion lumineuse, mais cette fois qui implique des résultats un peu différents. En effet, celle-ci intervient lorsque les ondes de rayonnement viennent heurter des particules pour le moins aussi grosses qu'elles. Ce type de diffusion est souvent entraîné par des particules aérosols telles que l'eau, pensez aux arcs-en-ciel, la poussière, le pollen, la fumée, et affecte des plus grandes longueurs d'onde et se produit surtout dans les couches inférieures de l'atmosphère où les grosses particules sont plus abondantes. C'est cette théorie qui explique par exemple que les nuages sont perçus comme blancs. Car de par les particules qui les composent, celles-ci plus grosses, l'intensité de diffusion en leur sein sera du même ordre pour toutes les ondes qui les traversent. Donc au final, le nuage sera blanc. Ce processus absorbe aussi plus fortement la lumière, donc à mesure que les nuages s'épaississent, ceux-ci paraîtront de plus en plus sombres. Également, petite spécificité, dans la théorie de Mie, la lumière se disperse plus vers l'avant par rapport à sa provenance, ce qui donne lieu à des halos autour des sources lumineuses. Pensez par exemple au soleil ou à une lampe perceptible à travers la brume. Donc, ici nous avons le panel qui régit ses propriétés physiques, et nous voyons bien que le taux de propagation des ondes agit de plus en plus suivant cette théorie, à mesure qu'on augmente le scattering scale. La couleur de diffusion est aussi intéressante car lorsqu'on paramètre une couleur spécifique de diffusion, cela laisse passer les ondes de couleur opposée sur le cercle chromatique. Exemple, si on intensifie la diffusion du jaune, alors le paysage se teintera en bleu. Si on augmente l'absorption du rouge, alors il se teintera en vert. Et si on augmente le bleu, alors il passera vers le jaune, etc. etc. Ensuite, avec Absorption Scale, on dispose d'un paramètre pour jouer sur l'absorption des ondes, ce qui va diminuer le pourcentage d'éclairage passant à travers la couche d'atmosphère, assombrissant ainsi le monde. Également, suivant le même principe que précédemment, en focalisant l'absorption sur une seule teinte, cela laisse passer les ondes lumineuses de couleurs opposées, ce qui tend à donner des ambiances monochromes intéressantes dans la scène. L'anisotropie est intéressante ici puisqu'il s'agit du taux de propagation de la lumière vers l'avant, suivant la théorie de Mie. Rappelez-vous, en fonction de la taille des atomes rencontrés, les ondes se diffusent plus ou moins vers l'avant. Donc cela permet de marquer plus ou moins l'impact de la source lumineuse à travers une couche de brume ou de poussière. À la fin, avec l'Exponential Distribution, pareil que dans le panel de Rayleigh, celui-ci définit l'altitude à partir de laquelle s'estompera l'effet. Bref, voilà pour les principaux paramètres, mais à la fin, vous avez encore d'autres onglets qui permettent de jouer encore avec l'atmosphère et vous pouvez en obtenir de très jolies ambiances. N'hésitez pas à jouer avec, c'est vraiment sympa à découvrir. Puis dans Art Direction, vous pouvez jouer avec la couleur seule de l'atmosphère, sans que cela n'entraîne aucune interaction sur le décor visible. Et vous avez encore quelques réglages qui permettent de jouer avec la perspective atmosphérique et la contribution de celle-ci sur le fog terrestre et le calque des nuages. Et voilà, c'est tout pour le Sky Atmosphère. En ce qui concerne l'Exponential Heat Fog, il n'y aurait pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que cela permet de simuler une densité atmosphérique plus ou moins forte. Ce qui est toujours bon pour marquer les distances lointaines. On peut en définir la hauteur. Une chose à comprendre, c'est que l'emplacement du brouillard sur l'axe Z dépend de la localisation de son composant source. Si celui-ci bouge, le fog suivra. On peut faire varier la couleur pour apporter une ambiance. Définir les distances d'affichage sur des limites plus ou moins proches ou lointaines, ce qui est rarement une bonne idée en général sur les longues distances car cela a tendance à créer des coupures nettes. On peut notamment y inclure une texture cube map comme vu précédemment, ça peut toujours être intéressant pour apporter une ambiance. Avec InScattering, rappelez-vous de la théorie de Mie juste avant, on retrouve cette idée de diffusion luminescente localisée autour de la source. L'onglet intéressant ici serait surtout celui du fog, qui permet de cibler du brouillard avec un rendu assez sympa,
On peut tout y paramétrer, la couleur, la force d'atténuation, la distance d'affichage. Et souvenez-vous, avec ces paramètres, on retrouve aussi un peu de la théorie de Mie, vue juste avant, avec ce comportement de diffusion luminescente plus ou moins localisé autour de la source. Alors, le composant des nuages avec le Volumetric Cloud utilise des textures en volume tridimensionnel. Le système de rendu dynamique de ceux-ci, suivant l'heure et l'angle du soleil, se base sur la physique et utilise une approche axée sur les matériels, en utilisant des modes de capture en temps réel. Leur éclairage sera donc soumis à une sorte de ray tracing approximatif et ces nuages sont évolutifs en fonction du shader suivant lequel ils sont définis. Le premier onglet Layer permet de gérer les propriétés dimensionnelles du Cloud Layer. C'est un peu le conteneur des nuages, avec par exemple l'altitude ou l'étendue en hauteur. Tracing Start Max Distance n'est pas évident au premier abord, ce paramètre gère l'étendue d'affichage des nuages volumétriques dans l'atmosphère. Il faut vraiment s'éloigner beaucoup pour en comprendre l'effet. Vous voyez, si on diminue ou si on augmente, l'affichage du Cloud Layer s'étend ou se contracte. Autant overrider cette valeur pour recouvrir l'ensemble de la sphère avec les nuages. Ici, si la texture se répète, c'est normal. Il s'agit d'une simple texture répétée à très grande échelle qui fait office d'alpha entre les zones vides et les nuages. Pareil pour Tracing Max Distance, pas très évident au premier abord car ce paramètre varie fortement en fonction de l'emplacement de l'utilisateur. Je ne suis pas 100% sûr ici à ce niveau, mais moi il me semble que cela gère la profondeur d'affichage maximum de l'émission volumétrique. Mais à voir, c'est peut-être un peu différent. Ici, via l'emplacement du matériel, on peut accéder directement aux paramètres de celui-ci. Puis, on peut accéder aux shaders parents, qui, je dois bien le dire, je vois à peu près le fonctionnement, mais je suis loin d'être un expert et d'en saisir tous les détails ici. Mais d'ici à ce que j'apprenne ce type de shader, ce sera peut-être le sujet pour une future vidéo. À voir. Dernier mais non des moindres, le panneau Cloud Tracing gère la capture des ombrages à travers tous les objets volumétriques formant les nuages. On peut gérer l'intensité des ombrages par méthode d'échantillonnage, le taux et la contribution des ombres se répercutant sur le sol, et la qualité des ombres par affinement du shadow tracing, etc. etc. D'une manière générale, les paramètres par défaut sont suffisamment bons pour l'ensemble des situations, donc il n'y a pas vraiment besoin de les modifier. Et bien voilà, cette vidéo de présentation sur l'aspect lumière et atmosphère générée dans Unreal 5 est maintenant terminée. Pour des raisons de cohérence et de simplicité, et pour éviter que la vidéo s'étale sur une heure entière, je me suis concentré uniquement sur les outils de génération d'ambiance et d'atmosphère, plutôt que tout ce qui concerne les shadows en elles-mêmes, les ombrages on va dire, shadows en anglais. Parce que celles-ci sont d'autant plus complexes à gérer que cela se règle à part dans Unreal. De plus, cette vidéo est axée débutant, donc je pars volontairement depuis les bases pour aller vers des sujets un petit peu plus complexes. Mais j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis d'apprendre quelques petites choses, ou même que ça vous aura intéressé et donné envie de vous y mettre. Parce que croyez-moi, ce logiciel il fait peau neuve désormais, et s'est beaucoup amélioré depuis sa dernière version. Donc, pour ceux qui sont habitués et qui aiment, n'hésitez pas à aller vous amuser dessus, je pense que ça vous plaira. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis ciao, à la prochaine! Et surtout, portez-vous bien. Bye.